Après l'enneigement, Laurent Wauquiez s'attaque à la rénovation des lits d'altitude, deuxième volet de son plan montagne auquel 60 millions d'euros sont consacrés. Et cela doit commencer, selon le président de la région, par la réhabilitation des hébergements destinés aux classes de neige et aux groupes scolaires. Une décision applaudie par de nombreux maires de station présents pour l'occasion. Ces engagements financiers de nous aider à redynamiser la rénovation de nos centres de vacances est une excellente initiative. Dans ma collectivité, nous avons quand même 3 centres de vacances qui ont fermé, faute de moyens de rénovation d'une part, et faute également des collectivités qui n'envoient plus leurs enfants. Donc c'est évident que c'est primordial. Et c'est une excellente initiative parce qu'on sait que le fondamental passe par l'enfant. L'enfant, à partir du moment où il est accueilli dans nos collectivités, il apprend la montagne, il apprend la neige, et systématiquement, il revient dans nos stations, mais il revient passer, il revient avec sa famille. Une priorité, mais qui s'inscrit dans 3 grands axes d'investissement, sur 3 ans calculés à près de 20 millions d'euros. Notre première préoccupation, c'est les classes neige, les enfants. La deuxième préoccupation, c'est ceux qui travaillent dans la montagne, les saisonniers, où on a trop souvent eu par le passé des drames, faute d'avoir de l'hébergement qui soit à la hauteur pour nos saisonniers. L'objectif est donc de financer de l'hébergement de saisonniers, digne, correct, pour ceux qui travaillent dans la montagne. Et puis la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les lits froids. Là, ce qu'on va proposer, c'est d'aider les propriétaires à rénover, faire de l'isolation thermique pour être mieux pour l'environnement, pouvoir réhabiliter un immeuble, un chalet, et en contrepartie, les propriétaires s'engagent à le remettre en location. Et du coup, ça nous permet de redrainer des gens et de faire à nouveau vivre la montagne. Un nouvel acte du plan montagne déjà bien accueilli par les stations. D'ailleurs, l'ambition de rattraper les normes suisses, italiennes et autrichiennes a résonné à l'oreille de nombreux élus comme autant de promesses d'avenir. Si vous prenez l'Autriche, le ski c'est la culture, c'est le sport national. Mais on a quand même de gros efforts à faire et surtout pas perdre notre clientèle. Et on a une clientèle qui va arriver demain et après-demain avec les Jeux dans les pays asiatiques, Pyongyang cette année en Corée, la Chine 2022, c'est des nouvelles clientèles. Il faut qu'on se prépare aussi à accueillir ces nouvelles clientèles. Et ces nouvelles clientèles, on pourra les accueillir que si on a un hébergement de qualité. Enfin, Laurent Wauquiez a annoncé un accompagnement spécifique pour les petites stations familiales dans le cadre d'une diversification des activités proposées, une aide à hauteur de 5 millions d'euros. C'est très bien parce que c'est vrai que les piétons, surtout sur cette grande ligne droite, les gens ont tendance à aller très vite et puis à nous ignorer quoi. C'est nouveau dans la traversée de Saint-Bonnet-de-Mur sur l'ex-RN6. Un radar de protection piéton vient d'être installé. Un appareil d'un nouveau genre fixé au sommet d'un mât à côté d'un passage protégé. Donc le principe du nouveau radar, c'est plusieurs caméras qui font de l'analyse d'images en direct pour détecter. Donc une caméra détecte d'abord la présence d'un piéton qui s'engage sur le passage. Une deuxième caméra détecte, elle, l'arrivée d'un véhicule et son arrêt ou non, c'est-à-dire le mouvement ou non de ce véhicule par rapport à l'arrivée du piéton. Et les 2 caméras mises en relation permettent de détecter si un véhicule n'a pas laissé la priorité au piéton qui s'est engagé sur le passage. Ce radar de protection piéton a été mis au point par une société lyonnaise. Son installation à Saint-Bonnet-de-Mur est une première dans la région. Ce nouveau radar est un outil qui nous permet de sensibiliser les conducteurs. Nous sommes sur la RD 306 avec un peu plus de 22 000 véhicules jour. Alors, nous avons eu malheureusement il y a quelques mois en arrière un accident mortel, oui, justement d'une jeune femme de 31 ans qui a été tuée 200 mètres sur mon arrière là. Et donc on a eu ces 8 dernières années aussi 5 piétons renversés, y compris par un camion. L'appareil va être testé pendant 3 mois. Pour l'instant, pas de verbalisation, mais attention, ça pourrait venir. Ce radar, est tout simplement, pour l'instant, il est pédagogique, puisqu'il va annoncer aux véhicules qui arrivent la faute, l'infraction. Monsieur le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques jours qu'en effet, il y aurait cette possibilité de verbalisation, oui, que ça devienne une infraction routière. Une soupe chaude, une paire de chaussettes, quelques mots bienveillants et des visages connus. Tout l'hiver, une quarantaine de bénévoles de l'Ordre de Malte se relaient auprès des 100 domiciles fixes d'Annecy. Chaque soir, jusqu'à la fin du mois de mars, le camion est en point de ralliement attendu. Célestin, chef d'équipe et bénévole depuis 11 ans, prend des nouvelles. Tu peux y arriver, hein ?
T'essayes d'arrêter tout doucement. Il faut arrêter, il faut faire avec quelqu'un, il ne faut pas faire tout seul. Avant, je buvais grave. Courage, bonne journée. Ouais. C'est le contact avec nos gens de la rue, quoi. Surtout ça, quoi. C'est agréable de voir, vous voyez bien ce soir comme ils sont. Hein. Avec nous, ils sont... Bonsoir Florent. Ils nous connaissent, on les connaît depuis le mois de novembre jusqu'à la fin mars, c'est toujours à peu près les mêmes. On commence à connaître leurs habitudes, quoi. Ouais, c'est important, hein, c'est un repère un peu heureux de venir. Il y en a même qui viennent des fois simplement me dire bonjour, quoi. C'est tout. Et puis on leur donne une petite friandise. Parce que souvent, eux aussi, ils ont de la nourriture des fois par des magasins. Pour Josiane, Marie-Jo, Célestin, la maraude se poursuit dans les rues d'Annecy. Au passage, quelques boulangeries confient leurs invendus à l'équipe. Sandwich et viennoiseries trouvent preneur rapidement. Devant ce supermarché, certains vivent dans les voitures, d'autres à l'abri des regards dans des squats. Entre deux plaisanteries, deux amabilités, les bénévoles réorientent, accompagnent, sans insister, sans questionner. Nous, on fait l'aide d'urgence et le réconfort d'urgence, mais on fait aussi beaucoup d'orientation puisqu'on est en lien avec le 115, avec la DDCS, avec la Croix-Rouge, avec les assistantes sociales. Donc on fait également de l'orientation s'ils ont besoin de ci, de ça, de faire un CV ou d'un logement, d'un lit d'hébergement d'urgence. Donc on fait de l'orientation. Quant à la réinsertion, elle est faite par des associations comme la Halte, comme l'Herminette. Chacun son travail, on fait plus l'urgence du soir. Chaque soir, les bénévoles rencontrent près d'une quarantaine de personnes. Une solidarité du quotidien, discrète et utile, dans les rues d'Annecy. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? On est dans des bocaux comme ça on n'a pas de papier alu, ni de papier tout court. Voici Jean-Baptiste Bord et voici sa poubelle, un composteur pour déchets organiques. Jean-Baptiste habite à Saint-Julien-Chapteuil, en Haute-Loire. Il est traducteur passionné de faune sauvage, amoureux de la nature et forcément écolo engagé. Depuis 2 ans, Jean-Baptiste et sa compagne ont décidé ensemble de passer à la vitesse supérieure. Un pas de plus vers un monde responsable. Bref, devenir une famille zéro déchet. Alors, le zéro déchet, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain arriver au déchet zéro. C'est pas possible. Même nous, ça fait quelques années maintenant qu'on s'y met et on sent bien qu'on a une marge de progression. Concrètement, le zéro déchet, c'est une nouvelle vie sans trop de contraintes, mais avec une bonne organisation de départ. Fini les packaging de grande surface, bonjour sac en tissu réutilisable, bocaux en verre et marché de producteurs pour un service en vrac. Vous avez une dizaine de sacs en tissu, avec ça vous achetez tous les produits dont vous avez besoin et vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'emballage dans votre poubelle. Donc c'est presque magique en fait et on se dit mais pourquoi on ne faisait pas ça avant ? Avec 4 ados à la maison, on pourrait croire que Jean-Baptiste aime souffrir. Mais les jeunes suivent à leur rythme la démarche et sont même demandeurs de produits de beauté écolo et sans emballage, comme le savon de Marseille et le dentifrice fait maison. Pour le reste du village, Jean-Baptiste a installé une exposition zéro déchet en bas de chez lui. Ses propres dessins illustrent la vie d'une petite mamie qui reprend les réflexes zéro déchet. On parle avec beaucoup de gens. À travers cette exposition qu'on a fait en bas, les interventions à l'école, les gens qu'on rencontre, les amis, la famille, tout ça. Et personne n'a l'impression de consommer trop. Tous nous disent « Ah mais moi ça va, je fais le tri. Je fais le tri sélectif. » Mais le tri sélectif, c'est une goutte d'eau. Et encore, le tri, c'est polluant, c'est gourmand en ressources. L'idéal, c'est vraiment de ne pas produire de déchets. Chaque année, un Français jette plus de 300 kilos de déchets. Peut-être pas vous, c'est sûr. Pourtant, vous recevez déjà 35 kilos de pub dans votre boîte aux lettres. Le jour où on s'arrête de faire des oreillers de la Belle Aurore chez Raynon, alors là, je peux vous dire que ça ira mal. Il s'agit d'un mets d'exception que seuls quelques charcutiers comme Raynon à Lyon savent encore réaliser dans les règles de l'art. L'oreiller de la Belle Aurore est un pâté en croûte dont la recette est attribuée à Bria-Savarin. De la truffe, des riz de veau et différents gibiers entrent dans sa composition. L'oreiller pèse jusqu'à 30 kg et c'est le pâté de tous les records. Du début à la fin, c'est-à-dire plumage des gibiers, des ossages, marinade, tout ce qui s'ensuit, la fabrication de la pâte, le montage, la cuisson. La cuisson, évidemment, on ne va pas rester devant le four pendant 7 heures parce qu'il passe 7 heures au four. Mais on peut évaluer à 3 jours de boulot pour faire un oreiller. Un oreiller qu'on vient parfois chercher de très loin.
On part demain au Togo, où on habite depuis 6 ans en famille. On va faire un dîner entre amis avec spécial lyonnais. Donc, l'oreiller de la Belle Aurore prendra 10 heures d'avion demain pour être dégusté dans quelques jours au Togo. Et même les tables princières en réclament pour les fêtes. Un restaurateur de Monaco a invité le prince Albert à un repas et il lui a fait goûter l'oreiller. Il nous avait demandé de lui fabriquer un oreiller en modèle réduit, chose qu'on ne fait jamais, mais pour l'exception, on l'a fait quand même. Alors je peux vous dire que ça y est, cette année, le prince Albert de Monaco a goûté l'oreiller. Il l'a apprécié, je peux même vous dire que le restaurateur qui l'avait invité m'a dit vous n'auriez pas fait l'oreiller, je crois qu'il ne serait jamais venu. La maison Raynon ne fabrique ses oreillers qu'au moment des fêtes. Ils sont disponibles jusqu'au 20 janvier. Des combats de magiciens qui s'entretuent à coups de sorts et de créatures le plus souvent imaginaires dans différents univers mythologiques. Bienvenue dans la communauté du jeu de cartes Magic the Gathering. Si on veut faire un raccourci, on peut dire que c'est un mélange entre poker et échecs, dans le sens où les joueurs jouent avec des cartes, donc avec un ensemble de pièces données. Et avec ça, donc, il faut battre son adversaire. Et aussi un petit peu de poker, puisque ces cartes sont dans un tas, on en pioche au cours de la partie, et il y a des probabilités à calculer, il y a du bluff, il y a des informations cachées. Une communauté qui compte près de 20 millions de joueurs dans le monde, principalement en Asie, en Europe et aux États-Unis, où le jeu a été créé il y a 25 ans. Pourtant, l'engouement pour le jeu ne faiblit pas, y compris dans la Loire, où la première génération de joueurs initie désormais leurs enfants. La communauté, c'est assez inestimable le nombre de personnes. Ce que je peux dire, c'est que sur Saint-Étienne, on a entre 40 et 50 personnes très régulières. Et tous les vendredis, on joue à Magic, tous les vendredis soirs. Un jeu de cartes à collectionner qui a la particularité de se renouveler, car tous les 3 mois, de nouvelles cartes sont éditées. 17 000 cartes originales sont désormais sur le marché. Ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est qu'on achète les cartes à l'unité, mais ça peut monter très vite également. Le prix moyen d'une bonne carte, c'est 7-8 €, mais ça peut aller jusqu'à presque 600-700 €. Et ce qui m'intéresse, c'est le côté communautaire. C'est très sympa, il y a beaucoup de joueurs. Le côté graphique des images, c'est fantasy, ça me plaît beaucoup. Et puis le côté que ce soit du vrai jeu, jeu concret, papier. Parce que maintenant, il y a beaucoup de jeux online, ce qui est bien aussi, mais j'aime bien le jeu papier. Magic the Gathering, un jeu qui se joue en famille, entre amis, mais qui compte également des joueurs professionnels. Ce dimanche, les meilleurs compétiteurs de la région s'affrontaient au sein de la taverne du Gobelin Farci lors d'un tournoi officiel. Objectif, obtenir leur sésame pour continuer l'aventure et espérer participer aux phases finales du Pro Tour qui se déroulera à Richmond aux États-Unis, un tournoi doté d'un prize money de 50 000 $.